écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie avec M. Bertrand Dumont. Oh, Monsieur Bertrand Dumont, ce matin, arrête-moi ça. Arrête-moi ça ce matin. Là. Non? Bon, OK. Ce matin, jouer avec les microclimats de notre jardin et potager sans jouer à l'apprenti sorcier. Oui. Wow! Quel sujet! Mais c'est vrai, jouer avec les microclimats dans sa cour, ça peut changer beaucoup de choses. Oui, absolument. Hein? Absolument. Dans la culture. Oui, puis... ça peut changer. On peut avoir une meilleure productivité de l'ensemble avec ça. Donc, on peut les modifier. Oui, on peut les modifier, Okay. effectivement. Et un microclimat, les gens pensent que c'est une région, dans une plus grande région, mais on a la même chose dans nos potagers, dans nos jardins. Dans nos jardins, donc c'est des conditions climatiques, je vais arriver à le dire, ensoleillement, température, vent, présent sur une très petite surface. Je vous donne un exemple. La façade et l'arrière de votre maison, c'est pas la même chose. On peut atteindre, si tu as la façade en plein soleil, tu peux atteindre des températures très élevées. Oui. Puis dans la cour qui est à l'ombre à ce moment-là, vraiment combien de degrés? 5, 6, c'est peut-être plus? Oui, il peut y avoir plusieurs degrés de différence, Ouais. et puis à des heures différentes, des ensoleillements différents, effectivement. C'est vrai que c'est un bon exemple. Oui. Donc, c'est vraiment les contrastes. Est-ce que jouer avec ces différences, ça peut se faire on peut-tu faire des gros changements ou des petits changements? C'est plutôt des petits changements parce que les conditions bioclimatiques, donc le soleil, la température, le vent, sont difficiles à modifier. Hein, c'est des éléments naturels. Donc, on peut apporter de légers changements. De légers changements. Oui. OK. Bon, alors augmentons. Allons sur le cas extrême. Oui. On veut augmenter la chaleur dans un certain secteur de notre jardin ou de notre potager. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu nous suggères pour devenir des apprentis et pas juste des apprentis sorciers? Bon, on peut établir une barrière physique entre l'air ambiant et les plantes. Donc, on va mettre... D'abord, il y en a une, c'est mettre les plantes à l'abri du froid. Donc, la manière la plus connue, c'est les couches, les tunnels et les serres. Donc, je vais vous inviter à écouter les balados, les mini-tunnels et les toits horticoles, à chacun son utilité, puis devancer, rallonger la saison. C'est 2 balados qu'on a fait sur le thème de protéger contre le froid, donc d'augmenter la chaleur. Puis les couches c'est l'équivalent pour une image. Les couches, c'est les anciens châssis, là, les fenêtres, c'est ça. Qu'on mettait par-dessus les plantes, Oui. mais avec une structure autour. Oui. OK. Y a-t-il une autre manière pour augmenter la chaleur? Alors oui, les murs de béton, les murs de briques ou les murs en pierre vont absorber la chaleur du soleil durant le jour, puis elles vont la libérer par radiation la nuit. On a tous fait ça, d'avoir un patio qui est près de la maison. On va se mettre sur le patio le soir, puis il va faire plus chaud que si on descend l'escalier. Oui. Puis si tu es proche du mur de briques, c'est ça. Même chose le soir. Donc, on peut gagner quelques degrés. Et par exemple, on peut mettre un espalier, une planche de culture où on va mettre des cultures, notamment des cultures qui demandent plus de chaleur. Je pense par exemple aux gens qui sont un petit peu éloignés de la région de Montréal, mais qui veulent cultiver des tomates. Ça peut être une manière de gagner quelques degrés. Ou encore installer une couche froide qui va faire que cette couche froide va être un petit peu plus chaude.
Les murets de pierre sèche, les massifs en cratère, les spirales aromates, on en a déjà parlé dans un autre balado, elles peuvent aussi retenir la chaleur le jour. Fait que ça prolonge la chaleur du Oui, soleil. du soleil, Donc, c'est donc ça. tu gagnes peut-être, 2 heures Oui. de chaleur Oui. supplémentaire Oui. dans C'est une ça. journée? Oui, C'est bon, c'est bon. Et puis comment on peut diminuer la chaleur? Tu sais, par exemple, ceux qui veulent cultiver de la laitue, oui. puis il fait très chaud, bon, tu vas chercher à avoir moins de chaleur dans un secteur de ton jardin. Les plantes du jardin concourent à diminuer la température par évaporation. Donc, une cour avec beaucoup de pavés et beaucoup de piscines va être plus chaude qu'une cour où il y a beaucoup de plantes. On peut installer des arbres d'endroits stratégiques de manière à ce que l'ombre portée ne nuise pas aux cultures, parce que l'arbre va refroidir l'air ambiant. Hein. Quand il fait chaud, où est-ce qu'on va se mettre? Sous un arbre. Il faut maintenir la végétation au sol. Plus un sol est nu, plus il y a une forte évaporation, donc plus la chaleur est élevée. On peut aussi installer un bassin, un étang ou toute autre masse d'eau qui servent de régulateur. Tout va changer dépendant de la profondeur et de la dimension. Mais une bonne piscine, pas une piscine parce qu'une piscine c'est différent, mais un bon bassin naturel, c'est intéressant. Notamment si vous avez des nénuphars dessus. Et puis on peut... Parce que ça garde parce que aussi ça garde la température plus fraîche oui. dans le bassin. C'est ça. C'est-à-dire un plan d'eau où tu n'as pas du tout, un petit plan d'eau, un étang, où tu n'as pas du tout comme tu dis, des nénuphars qui font des feuilles Oui. et qui apportent une certaine ombre dans l'eau. Ton eau va devenir chaude. Exact. Beaucoup plus chaude. Exact. Dans le fond, tu accentues le rafraîchissement en faisant ça, en plus d'avoir des arbres. C'est ça. Et puis aussi réduire la création de surfaces construites. Là. Donc, on évite de surdimensionner les patios, les terrasses, les sentiers, les pavés, les stationnements et ainsi de suite. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Amoureux des fines herbes, les prêts-à-planter Sem Saveur sont faits pour vous. Avec plus de 75 variétés de fines herbes différentes, vous avez l'embarras du choix pour ajouter de la saveur et de la fraîcheur à vos plats. Mais ce n'est pas tout. Ces fines herbes sont maintenant disponibles en petits pots biodégradables, offrant un choix écologique. Adoptez les prêts-à-planter Sem Saveur, c'est jardiner de manière amusante et responsable. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, alors là, on s'attaque à un sujet où on a un contrôle sur la nature. Ouais. On va parler de... Bon, exemple, comment on peut réduire... Là, tantôt, tu nous disais, on peut augmenter la chaleur dans notre jardin, Oui. on peut la diminuer, Oui. mais là, quand il y a des vents, puis dans des corridors de vent, il y a des endroits où... Ça, on ne peut pas le diminuer. On ne peut pas l'augmenter. On ne peut pas augmenter le vent, mais on peut le réduire, On peut le réduire. par contre. Oui, c'est ça. On peut réduire la vitesse du vent. Ben, ça s'appelle un brise-vent. Oui, Hein? tout simplement. Tout simplement, oui, oui. Puis les clôtures à neige en sont un exemple d'hiver, mais... Oui, ben là, Clôture à neige. on va y revenir. Ah. Là, avec, il y a différentes sortes de brise-vent. Donc, c'est un obstacle, mais qu'on va placer perpendiculairement par rapport au vent pour réduire sa vitesse. Et les effets se font sentir aussi bien en été qu'en hiver, donc à toutes les périodes de l'année. Puis tu vois, dans les grandes villes, on l'identifie très bien, il y a des corridors de vent entre les gros buildings Oui. très élevés. Oui. Et là, sans équivoque, tu le sens. Mais dans un jardin, ça existe aussi. Oui, ça peut exister aussi. Entre deux maisons. Entre deux maisons et ainsi de suite, Mhm. oui, effectivement. Alors, toi, tu fais une distinction entre des brise-vents qui sont inertes et des brise-vents vivants. Alors, parle-nous des inertes. Bon, les inertes, parce qu'on n'a pas l'habitude d'en entendre parler. Donc, c'est ceux qui sont faits de bois, de toile de jute, de matière plastique ou de métaux synthétiques. C'est les fameuses dont tu parlais. Les clôtures à neige. Clôtures à neige, ça, oui. ça, je ne trouvais pas le mot. La particularité, c'est qu'elles sont efficaces dès leur installation. Dès qu'on les installe, elles sont efficaces. Elles ont, par exemple, un coût élevé et une durée de vie limitée.
Hein, votre toile de jute, elle ne va pas durer 50 ans, là, quelques années seulement. On peut aussi faire des haies sèches de bois mort, de branches, de troncs. OK? Donc, on peut aussi, ça se fait assez bien. Et puis, de nombreux petits animaux et insectes vont s'y réfugier. Donc, c'est pas perdu. C'est mieux. Les haies sèches sont encore mieux que les haies, je dirais, construites, là. Par contre, les haies sèches, il faut les refaire régulièrement, là, parce que ça retombe, puis ça pourrit, et ainsi de suite, là. Dans le fond, c'est comme si tu étais un castor, puis tu montes un paquet de branches. On pourrait dire ça. Est-ce qu'on pourrait... Mais Oui, sérieux, ça ressemble comme un peu image? à ça. Oui, ça ressemble un peu à On ça. pourrait faire ça. Fait que tu mets des branchages pour couper de façon Oui, c'est ça. perpendiculaire les courants de vent. OK? Bon, ça fait être esthétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un brise-vent ne doit jamais être 100% étanche. Non. Il doit être à 40%, 50% maximum étanche. Donc l'air passe quand même. Parce que si vous faites 100% étanche, le vent va monter le long du brise-vent, va venir tourbillonner au-dessus du brise-vent, puis en tourbillonnant, il va aller devant le brise-vent, puis ça va être encore plus fort de l'autre côté du brise-vent qu'en avant de brise-vent. Donc il faut que ça soit poreux. Poreux, oui, il faut que ce soit poreux. Et puis, brise-vent vivant, il me semble que ça sonne bien à nos oreilles. Ça s'est fait avec des arbres, des arbustes, des feuillus, des persistants, même des plantes vivaces, OK, qui sont en ligne. Mais encore, quand je dis en ligne, ça ne veut pas dire en ligne droite, ça peut être en ligne courbe aussi. C'est sinueux. Ou ça sinueux. peut être sinueux, ça peut être en demi-lune, ça peut être en toutes sortes de situations. OK. Et les avantages d'un brise-vent, en fait, on devrait peut-être plus utiliser ça. Oui. Tu sais, en bord de mer, des terrains, dans le bas du fleuve, tout ça. Dans toutes les situations. Uh-huh. Dans toutes les situations, il y a trop de vent, un brise-vent. Le brise-vent le plus connu, là, c'est la haie de cèdre. Hein, souvent, là, quand on met une haie de cèdre, après, le vent va passer à travers, mais va se ralentir. Le vent à hauteur de la haie de cèdre. Celui qui est au-dessus, c'est autre chose. Donc, les avantages, c'est d'augmenter la température de l'air. Ça va hausser la température du sol de quelques degrés. Vu qu'il y a moins de vent, le sol va rester un peu plus chaud. Il y a une réduction de l'évaporation, donc le sol va moins perdre d'eau, on va moins arroser. Il y a une stimulation de la photosynthèse due à un accroissement de la température et aussi une augmentation du taux de diffusion du CO2. Le CO2 est transporté par le vent, donc s'il y a beaucoup de vent, le CO2 il se promène beaucoup. Alors que là, si on le ralentit, la plante a le temps de l'absorber. Okay? Le CO2, est-ce que c'est... Gaz carbonique. Hein? Le gaz carbonique. Le gaz carbonique, oui. Mais quand tu veux faire mûrir des fruits, tu les... C'est le même principe? C'est le même principe, mais c'est que le CO2, c'est lui qui nourrit la plante. 80% de la plante se nourrit avec du gaz carbonique. Donc, 80% de la nourriture de la plante est du gaz carbonique. Donc, en le retenant, puis en permettant à la plante de l'utiliser comme il faut, elle va l'utiliser même s'il y a beaucoup de vent, mais c'est moins facile. C'est drôlement subtil, mais c'est intéressant. Oui. Puis aussi, on a un gain de 10 à 30% des récoltes quand les plantes sont protégées. Donc, si vous avez, par exemple, un cas que je connais, c'est la vallée du Rhône, où il y a des vents qui sont extrêmement forts. Pour cultiver, par exemple, les melons à Cavaillon ou des choses comme ça, il y a des brise-vents, c'est fait avec des cyprès là-bas. Et donc, c'est des étendues qui sont faites avec des brise-vents avec certaines hauteurs. C'est un peu compliqué à décrire, là, mais une certaine hauteur, une certaine porosité, ce qui va en permettre de cultiver facilement des plantes qui sans ça, sécheraient puis mourraient, là, tu sais. Donc, les réponses, et chaque type de culture va répondre différemment suivant le type de sol, les variations climatiques, la structure du brise-vent. Donc, il faut étudier chaque brise-vent à part. Donc, c'est intéressant comme sujet. Oui. Parce que avec tes brise-vents, tu peux arriver à quelque chose de créatif aussi. Oui. Tu l'étudies pour qu'il soit beau et efficace. Oui, c'est pas obligé d'être une haie de cèdre. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être une haie fruitière, ça peut être, on va y revenir. Est-ce qu'il y a d'autres utilités au fameux brise-vent dont tu nous parles? Oui, c'est des bioaccumulateurs de minéraux dans la litière au pied des arbres. Donc, au pied des arbres, on va laisser les feuilles au pied des arbres. Donc, il va y avoir moins besoin de fertilisants. On n'a pas besoin de fertiliser un brise-vent. Réduction de l'érosion éolienne. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de vent sur le sol qui sèche moins. Et l'eau retient plus les particules du sol.
quand on choisit des bons arbres, on va avoir une production de nourriture pour les pollinisateurs, ce qui va nous assurer une bonne pollinisation du jardin. Hein. On peut au lieu de choisir une haie de cèdre qui n'est pas tellement efficace, en choisissant des bonnes plantes, on peut le faire. Des plantes qui vont produire des fleurs. C'est aussi une source de nourriture pour la faune et pour le jardinier si on inclut des plantes comestibles. Mais pour la faune, pensons à tous les oiseaux qui vont se nourrir, qui vont se protéger dans les haies. Pour les grands brise-vents, là, je parle pour les grands terrains, on peut ramasser le petit bois, les perches pour faire des tuteurs, les branches qu'il faut broyer vont donner du paillis. Donc, on va récupérer ça pour faire du paillis. Quand on va le nettoyer, on va le tailler. Là, je parle de grands brise-vents. Oui. On peut améliorer la qualité de vie en réduisant les poussières en suspension. Par exemple, les gens qui ont une industrie qui est un petit peu poussiéreuse à côté, s'ils se mettent un brise-vent, la poussière va rester de l'autre bord, elle ne va pas aller chez eux. Et puis bon, tu en as parlé, l'accumulation de neige pour protéger contre l'érosion et le froid hivernal. Oui. Donc, le brise-vent va aussi permettre l'accumulation de neige qui va éviter que la neige soit balayée puis que le sol soit exposé au froid. C'est ça. Puis tu as parlé de poussière quand il y a des industries, mais aussi ça peut servir pour assourdir les bruits ambiants. Oui. Hein? À l'automne, quand les feuilles tombent... Oui, mais c'est 2 à 3 décibels par mètre d'épaisseur. Là. Donc, oui, il y en a une partie, là, mais c'est pas énorme. Là. C'est sûr qu'il y a aussi une partie qui peut aider aussi. Mais ça assourdit, c'est ça? Ça assourdit, oui. À l'automne, quand les feuilles tombent, là, on entend les autoroutes beaucoup plus. À partir du moment où il y a du feuillage, les arbres aussi assourdissent. Là. Oui, oui. Oui. Tout ça, les arbres, puis tes fameux brise-vents végétaux. Alors, les inconvénients, y a-t-il des inconvénients des brise-vents? Toujours des avantages. Avec moi, je parle toujours des avantages et des désavantages, je commence à me connaître. Par une mi-claire et un vent léger, il y a une augmentation de risque de gel dans la zone protégée. Pourquoi il y a moins de vent? Parce que quand il y a des gels bas, hein, on le voit avec tous les reportages qu'on voit, ils mettent des pales pour essayer de brasser l'air. Donc, il y a moins d'air qui est brassé. Donc, c'est une possibilité. On peut aussi avoir une présence plus importante d'insectes ravageurs et de maladies. OK? Donc, ça peut être problématique. Mais aussi, le brise-vent, comme il n'y a plus de biodiversité, il peut être aussi un contrôleur. On le voit aujourd'hui, en Europe, ils ont abattu les haies. Et là, ils sont après replanter les haies parce qu'ils se rendent compte que les fameuses haies du bocage avaient un effet biorégulateur sur les populations d'insectes et de maladies. Mais donc, dans la mesure où c'est mixte, dans la mesure où tu as plusieurs espèces, tu n'as pas un unique... C'est pour ça que je donne l'exemple du lait de cèdre, mais on ne sait pas ça qu'on devrait faire. On devrait faire de la biodiversité. Là. Quand il y a une année pluvieuse, on va peut-être voir un petit peu plus de maladies dans la partie protégée parce qu'il y a moins d'air qui se promène, il y a moins de séchage qui se fait. Et puis, il faut faire attention aussi que quand on le positionne, il y a des zones d'ombre qui se créent qui peuvent être un petit peu plus problématiques. Donc, il faut bien le positionner, c'est bien, bien important. Et Bertrand, les caractéristiques d'un bon brise-vent, t'en as quand même parlé un peu, là, mais si tu nous ramasses ça, ces caractéristiques d'un bon... L'orientation. Il faut chercher à contrôler le vent dominant. Hein, donc, les vents d'ouest. Pour nous, c'est les vents d'ouest. Couper les vents d'ouest, donc le brise-vent est installé nord-sud, en perpendiculaire. La porosité, 40%, c'est super important. Que l'air la traverse. C'est l'optimal, OK? C'est l'air la traverse. Là, donc, c'est le rapport entre la surface totale du brise-vent exposée au vent et la surface occupée par les vides, OK? Donc, il doit y avoir 40% de vide. Donc, il faut qu'il y ait une partie qui soit vide. C'est quand c'est trop étanche. C'est-à-dire mets un mur. Oui. Un mur, c'est 100% d'opacité. Oui. Et là, c'est un problème. Oui. Mais mets un brise-vent avec 40% d'opacité. Là, tu vas avoir ton optimal de brise-vent. Mais je reviens à ton vent dominant. Tu dis ici au Québec, le vent dominant, c'est le vent d'ouest. Bon, j'aurais pensé qu'on met un brise-vent contre le vent d'ouest. Oui, mais donc tu le mets nord-sud. Si tu le mets est-ouest, tu le mets dans le même sens. Et si tu mets nord-sud, tu le coupes. Perpendiculaire. Perpendiculaire. Ça, tu le coupes, voilà. OK. Donc, ton ouest arrive dans la face la plus longue, parce que tu es nord-sud. OK, c'est ça. Tu coupes mettant quelque chose nord-sud. Là, je vous dis nord-sud, est-ouest, là, mais il faut trouver la bonne orientation, là, puis la bonne stratégie. Il faut choisir des espèces, donc, avec des feuillages denses, et on peut ajouter quelques conifères. Donc, on essaye de faire des brise-vents le plus mélangés possible.
La hauteur a des effets sur la réduction du vent. Plus c'est haut, plus la zone est protégée, avec certaines limites. Et plus t'as d'ombre, par contre. Oui, et plus t'as d'ombre, Ben on oui. considère que la zone de protection est 20 fois sa hauteur. OK? Ah, Donc, pour chaque mètre, vous avez 20 mètres. Pour 2 mètres, vous avez 40 mètres. Pour 3 mètres, vous avez 60 mètres, et ainsi de suite. Là. devant OK, la devant. zone Sauf de qu'en dessous de protection. 2 mètres, là, c'est pas tellement efficace. Là. 2 mètres. Là. Il faut au moins que c'est à peu près 1,50 m, 2 mètres pour que ce soit vraiment efficace. Ça. 2 mètres pour ton brise-vent. Oui. Mhm. OK. Il faut savoir que la largeur influence la perméabilité. OK. Plus un brise-vent est large, moins il est perméable au vent. OK. Donc, tout dépend un petit peu. Puis aussi, on fait des brise-vents avec des strates. Hein. On en a déjà parlé, des systèmes de strates. Donc, souvent des vivaces en bas, des arbustes et puis des arbres en haut si on veut faire quelque chose de très haut. Là, donc, on peut faire un brise-vent avec différentes hauteurs. Et puis, on essaye qu'il offre une surface homogène, OK, si possible, mais c'est pas toujours facile. Homogène dans quel sens? Ben, homogène dans le sens où tu mets quelques conifères, mais tu essayes que tes feuillages soient un petit peu toutes la même sorte. Là. OK? OK. Pas te retrouver avec des endroits où tu as des feuillages très légers, puis des endroits où tu as des feuillages très lourds. Chaque plante a des feuillages lourds. Je vais te donner deux extrêmes. Un, où tu as des féviers qui sont à côté des tilleuls, où la feuille est très grande. Tu vas essayer de... Tu vas pouvoir en mettre, mais il ne faut pas qu'ils soient les uns à côté des autres, parce que là, tu vas avoir des grosses feuilles à côté des petites feuilles, puis ça va créer des turbulences. OK. Le vent qui passe à travers, l'air qui passe à travers et pas effréné de façon différente quand c'est dense ou pas dense. OK, c'est ça. Donc, homogène. Et puis, sélectionner les végétaux. Qu'est-ce que tu suggères? Bon, d'abord, il faut chercher ceux qui sont adaptés aux conditions climatiques et de sol. Hein, ça, c'est bien important. Les critères techniques pour les choix, c'est la largeur et la forme de la cime pour les arbres, la structure du système racinaire. C'est sûr que si vous utilisez un système racinaire qui est très, très envahissant, ça va aller dans le potager. La résistance aux insectes et aux maladies, si vous choisissez des plantes qui sont tout le temps malades, c'est pas intéressant. Genre viorne? Oui, par exemple. Bon, oui, okay. par exemple. Ils sont beaucoup attaqués. Oui, la compétition potentielle avec les cultures. Donc, si vous avez des plantes qui ont énormément besoin d'engrais, puis d'eau, ainsi de suite, elles vont aller chercher ça dans le potager, donc c'est pas une bonne idée. La longévité, on met des plantes d'une bonne longévité. Là, les peupliers, ça va pour un coup de main, mais on pourrait, par exemple, planter des peupliers pour un effet rapide, en sachant qu'on va les abattre par la suite pour laisser la place à d'autres. OK? Et puis la tolérance au sel de l'éclassage, le cas échéant, par exemple, si c'est sur le bord d'une route ou quoi que ce soit, ben, il faut le faire. C'est important de le considérer. Et les sels de déglaçage, quels arbustes tu suggérerais? Oh mon Dieu, là, je ne les connais pas par cœur. Okay. Je les connais pas par cœur, là. Mais il y en a moins de sels de déglaçage, mais là, je ne les connais pas par cœur. Là. Correct. Donc, on peut faire une petite recherche, puis on trouve ce qui est peut, moins sensible. Oui. Hein, ce qui est utilisé dans les grandes villes, ça pourrait être un bon indicateur. Ben non, pas forcément, parce que les headsets, c'est assez problématique le long des routes, là, le long des voies. Là. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on n'en voit pas le long des c'est ça, parce que ça, c'est problématique. Là. Donc, puis ça dépend aussi de la quantité qu'ils mettent. Là. Si il y a des municipalités ou des endroits où ils sont obligés d'en mettre beaucoup, puis dans des endroits où ils n'en mettent pas beaucoup. Alors, ça dépend un petit peu des deux. Bon, alors on est attentif à ça quand même. Oui. Il peut y avoir une sensibilité pour certains végétaux. C'est ça. Il faut être sensible. Puis il faut voir la quantité qui est épandue. Si c'est beaucoup, pas beaucoup, on adapte à ce moment-là. Puis il y a des espèces de tapis aussi qui peuvent être utilisés pour stopper la pénétration des sels de déglaçage. Oui, mais si tu mets, par exemple, une clôture avec de la toile de jute, ça va empêcher. Ça stoppe un peu aussi. OK, c'est des bonnes stratégies. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte quand tu considère la construction d'un brise-vent? Oui, parce qu'à ce moment-là, le brise-vent peut devenir une haie multistrate dont on a déjà parlé dans un autre balado. Donc, ça peut être une production fruitière au lieu que ce soit tout simplement des arbres ornementaux. Ça peut être une production fruitière. On peut aussi rechercher un aspect esthétique. On n'est pas obligé d'être laid, brise-vent. Non. On peut aussi s'intéresser à l'attraction des oiseaux et des pollinisateurs. Et puis, dans ce qu'on appelle l'agroforesterie, qui est une forme de brise-vent, ben là, les arbres, au bout de plusieurs dizaines d'années, vont être récoltés pour faire du bois d'œuvre. Okay? Donc, là, on parle de grands et d'immenses terrains, mais donc, à très, très long terme, le brise-vent, on ne parle pas d'un terrain en milieu urbain, là, on parle de terrain en milieu agricole et à la campagne. Donc,
on pourrait, au bout de 25, 30, 40, 50 ans, récolter une partie des arbres pour en faire du bois d'œuvre, ce qui donne un revenu à ce moment-là. Okay? Donc, on peut aussi considérer qu'un brise-vent bien fait, bien réfléchi sur le long terme, peut devenir une source de revenus pour un agriculteur ou un maraîcher qui a un grand terrain. Tout à fait. Donc, la réflexion. Puis, est-ce qu'il y a d'autres possibilités au brise-vent? Alors, il y a la haie taillée qui mesure moins de 3 mètres. Là, c'est le cas connu de la haie de cèdre ou de toutes sortes de haies. La haie libre, qui est moins connue, qui est composée de différentes espèces d'arbustes qui en laissent pousser librement. OK, donc, t'entretiens pas ça. Donc, ça pourrait être, ça peut être des arbustes fruitiers, ça peut être des arbustes à fleurs, ça peut être toutes choses. Et puis les haies nourricières ou les haies fruitières, dont j'en ai déjà parlé aussi dans un autre balado. C'est d'autres possibilités. Puis, où est-ce qu'on peut trouver l'information détaillée sur les brise-vents? Je sais que tu as écrit une série de livres, oui. Les jardins comestibles éco-responsables. Puis, dans lequel des deux? Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits. J'ai un chapitre entièrement consacré au brise-vent qui explique comment choisir les plantes, comment placer un brise-vent avec d'autres possibilités. Là, tout est détaillé. Là, il y a beaucoup de détails. Comment planter le brise-vent. Là, je ne rentrerai pas dans les détails dans le balado, mais vous avez donc le jardin comestible éco-responsable. Comprendre la nature. Comprendre la nature. Vous allez sur radiolégumes avec un s.com et vous avez accès à la boutique en ligne. Et ça veut dire qu'on devient non plus un apprenti sorcier, mais un véritable sorcier quand on a lu ce livre-là, pour contrôler les microclimats de nos jardins et de nos potagers. Pas totalement. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Comment on met à profit la luminosité? Dans des jardins de ville, les potagers de ville, ça peut être... à considérer, là? Bon, là, on peut la diminuer. Diminuer la luminosité. OK, parce qu'avec l'été qu'on a, à un moment donné, c'est très, très chaud. Donc, on peut planter des arbres de moyenne et de grande dimension ainsi que des gros arbustes. Donc, il faut une plantation stratégique parce qu'il faut anticiper l'ombre portée. L'ombre portée, c'est l'ombre. À midi, il n'y a pas d'ombre portée, mais le matin... C'est très long. C'est très long et le soir, c'est très long. OK, donc, il faut calculer le nombre d'heures et ainsi de suite. On peut aussi réduire la luminosité avec des toiles anti-insectes ou des toiles anti-froid ou des vieux draps picotés carottés. On peut aussi. Oui. On peut aussi acheter des toiles d'ombrage noires en polyéthylène, là, à haute densité. Ça va filtrer de 40 à 50 % de la lumière. Et quand il y a des îlots de chaleur, il faut diminuer la luminosité, évidemment, parce que ça. Quand le soleil tape, ça tape. Ça tape fort. C'est des stratégies possibles. C'est des stratégies possibles, mais bon, les toiles d'ombrage noires, c'est pas très beau, là. Puis les toiles anti-insectes, les toiles anti-froid, c'est pas très... Là, elles sont blanches, donc on peut y arriver un peu. Et puis, augmenter la luminosité, parce que aussi en milieu urbain, ça peut être problématique. Eh bien là, c'est le contraire. On va élaguer, tailler ou rabattre des arbres et des arbustes. Là, on va en faire du ménage. T'as pas dit couper. En dernier recours, on peut abattre et arracher. OK? Ouais. En dernier recours. Si vous avez une cour, là, puis que vous voulez un peu plus de lumière parce que vous avez planté beaucoup d'arbres, comme certains que je connais ici, ben là, on en abat parce qu'il y a plus de lumière. Il y a plus de lumière. Puis si on veut faire un bout de potager, ben là, il faut intervenir. Donc, c'est ça. On peut aussi abattre des arbres, mais
Des fois, ces arbres-là ont servi parce qu'ils vont avoir servi 15-20 ans. Puis au bout de 20 ans, ben là, ils deviennent problématiques. On les coupe, mais ils ont servi pendant 20 ans. Là. Donc, c'est pas inutile. Mais tu as aussi l'élagage qui peut être utilisé. Tu sais, si tu as un seul arbre dans ta cour, tu es en ville, tu coupes quelques branches stratégiques, celles qui empêchent la luminosité maximale. Oui. Tu y vas avec un élagage ciblé. Ben oui, c'est ça que je dis. La taille, l'élagage, le rabattage des gros arbustes, on peut trouver toutes sortes de solutions. L'extrémiste la coupe. Ben c'est ça, dans dernier recours. J'ai bien dit en dernier recours. Oui, j'ai dit en dernier recours. On peut aussi intensifier le pouvoir réfléchissant des surfaces. Par exemple, peindre un mur ou une clôture en blanc ou dans une couleur claire va augmenter la luminosité. Hein. Donc, si on peint en noir, ben, ça va foncer, puis en blanc, ça va augmenter la luminosité. Donc, ça va aider la plante à recevoir plus de lumière. Donc, un endroit qui est très sombre, ben, si on met quelque chose de plus clair, ça va aider. Fait que pour toutes ces stratégies-là, hein, et de brise-vent, puis d'études de son terrain pour maximiser les qualités de chaleur, de lumière, de ci, de ça, ben, c'est comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits dans ta série Jardin comestible, éco-responsable, qu'on trouve tout ça. Oui. Et ça, c'est des belles lectures pour s'endormir après. Alors, je te remercie. Je te remercie. Ce que j'écris, c'est pour s'endormir. C'est super. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. C'est l'ensemencement juste avant de s'endormir. De bonnes idées. Je te dirais une bouffée de la bouffarde. Alors, si vous voulez plus d'informations, bien, vous allez sur radiolégumes.com. C'est le site où il y a le plus d'informations au monde. Ça, c'est un peu être mentard. Mais pas trop. Il y a beaucoup d'informations, oui. Mais au monde, je ne penserais pas. Et si on est insomniaque, ben, on les consulte quand ça nous tente. Les fameux balados qui sont bientôt... on a dépassé la centaine, là. Oui, on est à 125. Alors, je voudrais remercier sincèrement Sem Saveur qui émettent une certaine forme de gratitude parce qu'ils nous soutiennent dans notre travail. Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique et vous tous qui êtes avec nous depuis plus de 5 ans bientôt. Là. Ben non, c'est la 6e année. Ben c'est ça, plus de 5 ans. Plus de 5 ans, t'as raison. Dans le vrai. Ah oui, dans le vrai. Allez. Salut, bye-bye à tout le monde, à bientôt. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.